As-tu déjà imaginé avoir tout l'argent du monde mais aucun temps pour en profiter? C'est l'histoire d'une femme qui a conquis des milliards, dominé le monde des affaires mais perdu ce qui compte vraiment: l'amour, la famille, et sa propre santé. Au moment où le diagnostic est tombé, elle n'a pas essayé d'acheter un remède. Elle a essayé d'acheter du temps. Mais le temps est le seul luxe que même les milliardaires ne peuvent s'offrir. Prépare-toi à découvrir le parcours de Lena Bianchi, la femme la plus puissante du monde qui a dû tout perdre pour découvrir qui elle était vraiment. Si les histoires émouvantes et bouleversantes comme celle-ci touchent ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche. Parce que celle-ci va te marquer à jamais. C'était une nuit pluvieuse à Manhattan. Le ciel était lourd, des éclairs zébraient les gratte-ciel comme pour annoncer quelque chose de sombre. Au sommet de la tour de verre de Bianchi Global, des lumières dorées illuminaient la terrasse où des dizaines de chefs d'entreprise portaient un toast au champagne. Au centre de l'événement, entourée de sourires faux et d'applaudissements calculés, se trouvait Lena Bianchi, une femme au regard ferme, à la posture impeccable, et au silence plus intimidant que n'importe quel cri. Elle était respectée. Tellement respectée que personne n'osait lui demander si elle allait bien. Mais ce soir-là, quelque chose en elle semblait déplacé. Alors que tous célébraient un nouveau contrat de plusieurs milliards avec des investisseurs arabes, Lena sentit sa main gauche trembler. Un mouvement presque imperceptible, mais pour quelqu'un comme elle qui contrôlait chaque détail de son image, c'était comme une alarme. Elle inspira profondément, dissimula avec une gorgée de champagne et continua de marcher dans la salle. Elle souriait avec les lèvres, mais ses yeux trahissaient son agitation. Soudain, un léger vertige la força à s'arrêter un instant. Elle posa la main sur l'une des colonnes de marbre blanc et ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, la première chose qu'elle vit fut le visage inquiet de Marcus, son assistant personnel. « Tout va bien, Madame Bianchi ?» demanda-t-il à voix basse. Elle répondit seulement d'un regard. Lena n'aimait pas montrer la moindre faiblesse. Pour elle, toute faille était comme du sang dans les eaux, ça attirait les requins. Avec un sourire maîtrisé, elle se dirigea vers la scène. Les flashs crépitèrent, les journalistes diffusaient en direct, et les investisseurs l'attendaient. Elle saisit le micro avec l'assurance d'une reine. « Mesdames et messieurs, nous construisons l'avenir. Et l'avenir, c'est maintenant. » La salle applaudit, mais à ce moment précis, sa vision se troubla. Les mots disparurent un instant. Elle cligna plusieurs fois des yeux et termina son discours sans que personne ne s'en aperçoive. Mais au fond d'elle, elle savait quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez elle, Lena demanda à son chauffeur de la conduire directement à l'hôpital privé que finançait sa société. Elle demanda des examens discrets. Elle paya pour que personne n'ait accès à son dossier médical. 2 jours plus tard, le diagnostic tomba. Un neurologue grisonnant, à la voix calme, la regarda droit dans les yeux et dit: « Madame Bianchi, vos analyses révèlent les signes d'un trouble appelé le syndrome de Scheidrage. C'est une maladie rare, dégénérative et progressive. » Lena resta immobile. Il poursuivit: « Elle affecte le système nerveux autonome. Les symptômes s'aggravent avec le temps. Malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif. » À cet instant, tout autour d'elle sembla ralentir. Le bruit de la climatisation, le tic-tac de l'horloge, la respiration du médecin, tout devint étouffé. Le seul mot qui résonnait dans la tête de Lena était incurable. La femme qui dominait le monde des données, de la technologie, des décisions à plusieurs millions de dollars, était maintenant prisonnière d'une sentence silencieuse. Avec le même sang-froid avec lequel elle avait pris des décisions impitoyables en conseil d'administration, elle se leva, remercia, et quitta le cabinet sans dire un mot. Le lendemain, elle retourna au bureau comme si de rien n'était. Plus rigide que jamais. Plus précise. Plus silencieuse. Derrière les vitres de sa forteresse de verre, Lena commença à organiser sa vie comme on assemble un puzzle final. Elle demanda des audits, restructura des services, éloigna des directeurs de confiance. Personne ne comprenait pourquoi. Mais elle, si. Lena ne voulait laisser aucune trace. Elle n'était pas du genre à laisser des bouts d'histoire inachevés. Mais il y avait une trace que le temps n'effaçait pas. Un souvenir. Une voix douce du passé, appelant son nom. Claire comme un écho oublié,
le souvenir de Gabriel, le seul homme qu'elle ait jamais aimé, et qu'elle avait quitté lorsqu'elle avait choisi le succès plutôt que l'amour. Le monde voyait Elena comme une légende vivante. Les magazines la surnommaient la femme qui a vaincu l'impossible, mais personne ne savait ce qu'elle avait sacrifié pour bâtir l'empire qu'elle possédait. Un matin gris, en regardant par la grande fenêtre de son appartement sur la 5e avenue, quelque chose en elle céda. Son regard tomba sur une vieille boîte en bois, rangée au fond de l'armoire depuis presque 30 ans. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait gardée tout ce temps, peut-être la culpabilité, ou peut-être l'espoir. En l'ouvrant, le parfum du papier jauni ramena un souvenir oublié, une lettre, avec une écriture qu'elle reconnaîtrait même les yeux fermés. C'était de Gabriel, écrite des années après leur rupture brutale. La lettre commençait par un Elena, si tu lis ceci, et déjà, les larmes lui montèrent aux yeux. Gabriel y parlait de l'amour qu'il ressentait, de la douleur de la voir partir par ambition, et du silence qui s'était installé entre eux. Mais le passage qui fit battre son cœur plus fort fut celui où il révélait quelque chose qu'elle ignorait totalement. Je n'ai pas voulu te mettre la pression, mais tu es partie sans savoir que tu étais enceinte. La lettre affirmait que Elena avait eu un enfant. Un garçon. Gabriel l'avait élevé seul, dans un village des Alpes suisses, et avait écrit ces mots dans l'espoir qu'un jour, elle revienne. Elena tomba assise au sol. Pendant un instant, tout son pouvoir, toutes ses actions, tous ses milliards ne valaient plus rien. Sous le choc, elle appela Marcus et lui demanda de préparer un voyage urgent pour la Suisse. Elle lui dit qu'elle avait besoin de quelques jours loin de l'entreprise. Il trouva cela étrange. Elena ne prenait jamais de vacances, mais obéit. Moins de 24 heures plus tard, elle embarquait dans un jet privé à destination du petit village de Lauterbrunnen, là où Gabriel avait indiqué vivre avec leur fils. Pendant le vol, elle relut la lettre des dizaines de fois, essayant d'imaginer à quoi avait pu ressembler la vie d'un garçon sans mère. La détestait-il? Savait-il qui elle était? Était-il encore en vie? Marié? Et son nom, elle ne le connaissait pas. Gabriel ne parlait de lui que comme notre fils. À son arrivée, Elena s'installa discrètement dans une pension simple, avec vue sur les montagnes enneigées. C'était l'opposé de tout ce qu'elle connaissait, pas de luxe, pas de garde du corps, pas de caméra. Là, pour la première fois depuis des années, elle se sentit petite. Et peut-être que c'était ce dont elle avait besoin. À la réception, elle demanda timidement des nouvelles de Gabriel. La vieille dame qui l'accueillit écarquilla les yeux en entendant son nom. Il est décédé il y a quelques années, ma chère, mais son fils, Lucas, travaille à la maison de retraite du village. Un garçon bien poli. Il a un cœur qui brille dans ses yeux. Elena la remercia et monta dans sa chambre, le cœur battant. Lucas. Le nom résonnait en elle comme un tonnerre silencieux. Cette nuit-là, Elena dormit à peine. L'image d'un jeune homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qui pouvait porter son sang, ne quittait pas son esprit. À l'aube, elle enfila des vêtements simples, attacha ses cheveux et se rendit à la maison de retraite. Dehors, elle vit un jeune homme grand, d'environ 25 ans, poussant une vieille dame en fauteuil roulant sous le doux soleil du matin. Il riait avec elle, avec une lumière dans les yeux que Elena reconnut immédiatement les yeux de Gabriel. Sans réfléchir, elle s'approcha. Quand Lucas la vit, il lui sourit gentiment. « Bonjour. Je peux vous aider ?» Elena se figea un instant. Elle inspira profondément. Et répondit: « Je cherche un endroit tranquille. Peut-être que vous pourriez me faire visiter la maison ?» Lucas acquiesça, sans savoir que la femme devant lui était la cause de son absence. Et elle, pour la première fois depuis des décennies, ne savait pas comment dire la vérité. La porte de la maison de retraite s'ouvrit avec un léger grincement, et une odeur de lavande mêlée à celle de la camomille envahit l'essence de Lena. L'endroit était simple, aux murs clairs, avec des fleurs fraîches dans de petits vases posés sur les rebords des fenêtres. Lucas la guida dans le couloir, souriant à chaque résident avec une attention touchante. Il était apprécié ici. Les pensionnaires disent souvent que cet endroit guérit le cœur, dit-il avec une sincérité lumineuse dans les yeux. Elena tenta de maîtriser ses émotions. Il parlait avec une douceur, une empathie qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps. Comment un jeune homme si lumineux pouvait y être né d'une décision qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait prise? Pendant la visite, elle le vit changer le pansement d'un vieil homme,
caressé la joue d'une dame atteinte d'Alzheimer, et même aidé une employée à nettoyer un couloir inondé. Ce n'étaient pas des gestes qu'on apprend dans un manuel. C'était instinctif. C'était de l'amour. À la fin du tour, elle fit semblant de vouloir devenir bénévole. Peut-être que je pourrais passer quelques jours ici à apprendre, aider, je ne sais pas, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Lucas sourit, ce serait un honneur. Il y a toujours de la place pour ceux qui veulent faire le bien. Elle accepta. Elle resterait là, sans révéler son identité. Elle devait le connaître avant que la maladie ne l'efface complètement. Elle devait le voir vivre, sans gâcher tout cela avec une vérité trop lourde, trop tôt. Dans les jours suivants, Elena nettoya des chambres, servit des soupes, et passa même des heures à tenir compagnie à une vieille dame aveugle, se contentant d'écouter ses histoires. Chaque jour, son corps semblait plus fragile, mais son âme plus vivante. C'était comme si elle découvrait un monde nouveau, qui avait toujours été là mais qu'elle avait refusé de voir. Et Lucas ? Il était gentil, attentif, curieux à son sujet. Vous n'avez pas l'axe d'ici. Vous venez d'où ? Demanda-t-il un après-midi, alors qu'il arrosait le jardin. Elena répondit vaguement. De loin, mais je ne sais pas si ça a encore de l'importance. Il ne força pas la réponse. Il offrait simplement sa présence. Et cela la brisait de l'intérieur. Par une nuit froide, tous deux restèrent seuls dans la salle de lecture, jouant aux cartes avec quelques pensionnaires. Quand le dernier alla se coucher, Lucas regarda Elena et dit: Vous savez, il y a quelque chose en vous qui me rappelle mon père. Son cœur s'emballa. Il est mort il y a quelques années. C'était un homme bon. Fort. Travailleur. Et il portait une douleur qu'il ne m'a jamais vraiment expliquée. Elena mordit ses lèvres pour ne pas pleurer. Il disait qu'il avait aimé quelqu'un et qu'il l'avait perdu. Lucas regarda le feu de la cheminée, et soupira. J'aurais aimé connaître cette femme. Je crois qu'elle a été sa plus grande tristesse mais peut-être aussi sa plus grande joie. Elena dut quitter la pièce avant que ses larmes ne trahissent ce qu'elle cachait. Dans sa chambre, seule, elle tremblait. Chaque jour, la vérité devenait plus lourde. Comment lui dire ? Comment regarder dans les yeux ce jeune homme qui avait construit un monde bon sans savoir qu'il avait été rejeté par sa propre mère ? Et le temps s'écoulait. Les tremblements augmentaient. Les vertiges devenaient constants. Et les médicaments faisaient de moins en moins effet. La maladie progressait. Et avec elle, grandissait le désespoir. Elena le savait, soit elle lui disait bientôt, soit elle mourait avec le plus grand regret de sa vie. Le froid du matin était mordant, mais Elena avait déjà perdu la sensibilité dans certaines parties de son corps. Ses doigts réagissaient lentement, et le côté gauche de son visage commençait à se raidir légèrement. Pourtant, chaque matin, elle s'habillait, mettait un sourire sur son visage et se rendait à la maison de retraite comme si de rien n'était. Cette routine était devenue le seul endroit où elle se sentait humaine. Pour la première fois depuis des décennies, on l'appelait par son prénom. Sans formalité. Sans statut. Et surtout, sans masque, du moins, presque tous. Lucas l'observait de plus près. Il remarquait ses efforts, ses pertes d'équilibre, la façon dont elle massait discrètement ses mains. « Vous avez des vertiges ?» demanda-t-il un après-midi, lors d'une promenade jusqu'au champ de lavande. Elena hésita, mais ne mentit pas. Certains jours sont plus difficiles. Lucas l'aida à s'asseoir sur un banc en bois. Ils restèrent silencieux quelques minutes. Puis il parla, d'une voix basse: Ma mère avait des symptômes comme ça mais elle ne m'a jamais dit ce que c'était. Elle s'est juste enfuie. Les mots frappèrent Elena en plein cœur. Elle eut l'impression qu'il venait de briser un miroir, et que tout en elle se fragmentait. Les jours suivants, Lucas se montra encore plus attentionné. Il lui apportait du thé chaud, lui demandait comment elle se sentait, l'aidait quand ses mouvements se bloquaient. Elena se laissait faire, mais la culpabilité la rongeait. Un soir, dans sa chambre à la pension, elle prit une feuille de papier et commença à écrire une lettre. C'était pour lui. Elle y racontait tout. Le passé, la grossesse, la mauvaise décision, l'absence, le regret. Quand elle termina, pliant la feuille avec des mains tremblantes, elle pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis sa jeunesse. Mais elle n'eut pas le courage de la lui remettre.
Elle cacha la lettre dans sa valise. La peur du rejet était encore plus forte que la mort elle-même. Pendant ce temps, à New York, les rumeurs concernant l'absence de Lena commençaient à circuler. Veronica, son associée ambitieuse, enquêtait discrètement sur ses mouvements bancaires. Elle remarqua que le compte personnel de Lena avait effectué des dons importants à des instituts de recherche sur des maladies rares. Quelque chose se tramait. Et Veronica n'était pas prête à perdre l'empire qu'elle avait construit ensemble. Si Elena est malade ou pire, quelqu'un va devoir reprendre les rênes. Et ce quelqu'un, ce ne sera pas n'importe qui, déclara-t-elle à son avocat. De retour en Suisse, la tranquillité du village céda peu à peu à l'urgence. Un matin, Lucas arriva avec une invitation inattendue. On fait une petite marche jusqu'au lac ? J'ai quelque chose à vous montrer. Elena, bien que faible, accepta. Arrivé sur place, entouré par les arbres dorés de l'automne, Lucas sortit de sa poche un petit écrin en velours. Il l'ouvrit, révélant un pendentif ancien. Il appartenait à ma mère. C'est la seule chose qu'elle a laissée derrière elle. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. Elle reconnut ce collier. C'était le sien, celui qu'elle portait lors de son dernier rendez-vous avec Gabriel. Son corps se glaça. Lucas ne remarqua rien. Je l'ai trouvé après la mort de mon père. Je n'ai jamais su d'où il venait. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai toujours cru que sa propriétaire était importante. Elena resta muette. Le temps semblait suspendu. Elle faisait face à un choix. Soit elle disait la vérité maintenant, soit elle l'enterrait à jamais. Mais avant qu'elle puisse parler, un violent vertige la fit tomber dans les bras de Lucas. La chute n'était pas grave, mais la frayeur alerta Lucas. Il courut avec Elena dans ses bras jusqu'à la maison de retraite, appelant une médecin locale. Les examens rapides confirmèrent ce qu'elle savait déjà: la maladie progressait. Mais pour Lucas, tout cela était nouveau. Elle a besoin d'un hôpital plus grand. Ses symptômes ne sont pas normaux, répétait-il, inquiet. Elena serra sa main avec force et, pour la première fois, supplia: ne m'emmène pas s'il te plaît. Laisse-moi rester. Il ne comprit pas tout, mais il respecta sa volonté. Au fond d'elle, Elena savait que lutter contre le temps ne servait plus à rien. Elle voulait seulement encore quelques jours à ses côtés. Le lendemain, Lucas décida d'aller dans la ville voisine pour acheter des médicaments et vitamines susceptibles de l'aider. Pendant ce temps, Elena se reposait dans sa chambre à la pension, quand une voiture noire se gara devant la fenêtre. C'était Marcus, son fidèle assistant. Il avait tout découvert. Sans prévenir, il monta les escaliers et entra dans la chambre. Madame Bianchi, c'est de la folie. Il faut rentrer. Votre état se dégrade. Elena lui fit signe de se taire. Tu savais ? demanda-t-elle. Il acquiesça. Je me suis tue parce que je pensais que vous aviez seulement besoin de temps. Mais maintenant, l'entreprise est en danger. Veronica commence à tout suspecter. Elena ferma les yeux un instant. Elle était fatiguée. Plus que jamais. Mais son visage changea à l'évocation de Veronica. Elle ne peut rien prendre. J'ai déjà signé les documents. Mais il faut que je fasse enregistrer ma décision devant témoins. Marcus comprit. Elle voulait tout léguer légalement. Mais à qui ? Elle se tourna vers lui et murmura presque: Lucas. Il s'appelle Lucas. Marcus ouvrit grand les yeux. C'est votre fils ? Elena hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Mais il ne sait rien. Et moi je ne sais pas comment le lui dire. Marcus tenta de la convaincre de retourner à New York et de tout faire formellement, mais elle refusa. Si je pars d'ici, je ne reviendrai peut-être pas. Je veux terminer cela là où tout a commencé. Pendant qu'il parlait, Lucas revenait du marché, et en passant devant la pension, il aperçut la voiture noire. Il monta les escaliers avec un panier de fruits et frappa à la porte. Marcus se cacha derrière le rideau. Elena ouvrit, un faible sourire aux lèvres. J'ai apporté des pommes fraîches. Je me suis dit que ça égayerait la journée, dit Lucas. Elle le remercia, le cœur serré. Il la regarda avec tendresse et demanda: Tu es sûre que tu vas bien ? Tu sembles plus faible. Elena hésita. Elle était prête à parler.
Elle inspira profondément. Lucas, il y a quelque chose que tu dois savoir à mon sujet. Mais avant qu'elle ne puisse dire plus, son corps flancha de nouveau. Un spasme musculaire fit tomber le panier de fruits au sol. Lucas se précipita pour la soutenir. Marcus, voyant la scène, sortit de l'ombre. Lucas, surpris, demanda c'est qui, lui. Marcus répondit avant que Helena puisse réagir je suis son assistant. De sa véritable identité. Helena ferma les yeux. La vérité frappait enfin à la porte. Le silence qui suivit était dense, presque palpable. Lucas regardait tour à tour Helena et Marcus, sans comprendre. La femme qui l'avait accueilli, si fragile et en même temps si familière, cachait bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Assistant ? Véritable identité ? De quoi vous parlez ? Demanda-t-il d'une voix ferme, le front plissé. Helena tenta de se lever, mais ses muscles ne répondaient plus. Marcus prit alors la parole Lucas, la femme que tu as rencontrée ici n'est pas une simple visiteuse. Elle s'appelle Elena Bianchi. C'est l'une des femmes les plus riches et influentes du monde. PDG de Bianchi Global. Lucas éclata de rire, comme si on venait de lui raconter une mauvaise blague. Vous plaisantez mais lorsqu'il croisa le regard de Lena, il comprit que c'était vrai. Elle ne niait pas. Elle acquiesçait en silence, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi tu m'as menti ? Pourquoi t'es-tu inventé une autre vie pour venir ici ? La douleur dans sa voix était visible. Helena tendit la main et murmura presque sans voix parce que j'avais besoin de te voir avant qu'il ne soit trop tard. Lucas recula, confus, blessé. Tu t'es servi de moi ? Pour te soulager la conscience ? Pour faire semblant d'avoir une vraie vie ? Elle secoua la tête avec difficulté. Non. Je suis ta mère. Ces 3 mots transformèrent l'atmosphère. Lucas resta figé, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ma mère est morte. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Qu'elle était partie. Qu'elle m'avait laissé avec mon père et n'était jamais revenue. Helena voulut expliquer, mais les mots ne sortaient pas. Marcus tenta d'intervenir, mais elle leva la main et l'arrêta. Il fallait que ce soit elle. Avec beaucoup d'efforts, elle sortit la lettre qu'elle avait écrite et la tendit à Lucas. Toute la vérité est là. Si tu veux m'écouter, lis ça. Sinon je comprendrai. Lucas prit la feuille avec des mains tremblantes. Tu me dois au moins ça. Il quitta la chambre sans ajouter un mot. Helena éclata en sanglots. Marcus tenta de la consoler, mais il savait que désormais, seul le temps pouvait réparer ou détruire. Cette nuit-là, seule, Helena ne put trouver le sommeil. Son corps la faisait souffrir, mais c'était son âme qui saignait. La vérité avait été dite, mais le pardon semblait encore très loin. Ailleurs, dans un autre coin du village, Lucas lisait chaque ligne de la lettre, les yeux pleins de larmes. Il découvrit tout l'amour entre ses parents, la séparation, l'abandon involontaire, le silence de Gabriel, la douleur que Helena portait depuis presque 30 ans. À la fin de la lettre, une phrase. Si je t'avais connu plus tôt, peut-être que j'aurais appris à vraiment vivre. Le lendemain matin, le soleil se leva timidement entre les montagnes, comme si même le ciel hésitait à briller. Helena ne sortit pas de sa chambre. Elle était épuisée. Son corps, de plus en plus faible, semblait refléter la douleur émotionnelle qui la rongeait. En bas, Marcus était au téléphone, tentant de contenir Véronica, qui menaçait déjà de prendre des mesures juridiques contre la disparition de sa partenaire. Mais Helena ne voulait plus entendre parler de l'entreprise. Pour la première fois de sa vie, elle voulait s'intéresser à une seule chose, quelqu'un. Lucas ne se montra pas de la journée. Helena attendait, en silence, comme si chaque battement de son cœur était une ultime chance. La nuit tombait déjà quand elle entendit des pas dans le couloir de la pension. La porte s'ouvrit lentement. C'était lui. Les yeux rougis, la lettre encore à la main. Helena tenta de sourire, mais n'y parvint pas. Il s'assit au bord du lit et resta là quelques instants, sans parler, juste à respirer. Puis il dit « Je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant. Mais je ne peux pas non plus partir. » Helena acquiesça, les yeux embués de larmes. « Tu es venu. C'est déjà tout ce qui compte. » Lucas prit sa main, sentant sa peau froide, fragile.
Tu sais, pendant des années, j'ai rêvé de toi. Même sans savoir qui tu étais. Je crois qu'une partie de moi a toujours espéré que tu reviennes. Elle voulut répondre, mais sa voix se brisa. Un simple pardon fut tout ce qu'elle réussit à dire. Et ce fut suffisant. Car à cet instant, Lucas posa sa tête sur ses genoux. Il ne dit plus rien. Il resta là. Et pour la première fois depuis des décennies, Elena sentit qu'elle avait un foyer. Dans les jours qui suivirent, Lucas lui rendit visite chaque jour. Il apportait des fleurs, préparait du thé, lui racontait des histoires de son enfance que Elena n'avait jamais vécues. Elle écoutait tout comme quelqu'un qui tente de rattraper le temps perdu. Ils commencèrent à rire ensemble. À pleurer ensemble. À construire, brique par brique, un lien que le temps avait presque enterré. Et plus le cœur de Lena se réchauffait, plus son corps s'éteignait. Marcus suggéra de retourner à New York. Mais Elena refusa. « Je veux mourir ici. Aux côtés de mon fils. Et loin des caméras. » Lucas comprit. Et il commença à tout organiser pour que ces derniers jours soient dignes de la femme qui, enfin, avait choisi de ressentir. Un piano fut installé dans sa chambre. Et chaque soir, il en jouait pour elle. « La musique, c'est ce qui me relie à papa, » disait-il. Elena écoutait les yeux fermés, laissant chaque note remplir les vides que la douleur avait laissés. Sur le mur de la chambre, il accrocha une vieille photo trouvée parmi les affaires de Gabrielle Elena, jeune, portant le collier qu'il tenait désormais entre ses mains. « C'est comme ça que je veux me souvenir de toi, » dit-il. Forte, libre et enfin en paix. Elena sourit. Pas avec les lèvres, mais avec l'âme. Pour la première fois de toute sa vie, elle se sentait aimée non pas pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle était. Pendant que Elena vivait ses derniers jours de paix dans les montagnes suisses, loin du faux éclat de New York, une tempête se préparait à des milliers de kilomètres. Au cœur de la ville qui ne dort jamais, Veronica Stein, l'associée majoritaire de Bianchi Global, rassemblait avocats, comptables et analystes. Elle avait déjà reçu des informations discrètes sur la santé de Lena, mais désormais, avec la confirmation que la milliardaire était affaiblie, absente de l'entreprise et émotionnellement instable, elle vit une opportunité. Elle cache quelque chose. Et si elle est inapte, le conseil d'administration doit agir. Avant que quelqu'un d'extérieur ne mette la main sur tout ça, dit-elle, glaciale. C'est alors qu'ils découvrirent des dons de plusieurs millions avaient été faits récemment au nom de l'entreprise, mais signés par Elena. Des institutions liées à la recherche médicale, au traitement des maladies rares et un nom encore inconnu, Lucas G. Bianchi. Veronica plissa les yeux. C'est qui, celui-là ? En quelques clics, ses assistants trouvèrent le nom de famille, la ville, la maison de retraite. Tout. Elle prépare quelqu'un à prendre la relève. Et ce quelqu'un ne fait même pas partie de notre monde. On ne peut pas laisser faire. Moins de 24 heures plus tard, Veronica embarquait pour la Suisse, bien décidée à affronter Elena et à lui arracher le contrôle de Bianchi Global. Dans le calme du village, Elena et Lucas vivaient comme si le temps s'était ralenti. Ces derniers jours, elle préparait avec Marcus une lettre officielle transférant une partie de sa fortune personnelle et le contrôle social de la nouvelle fondation à Lucas. « Je ne veux pas qu'il hérite du pouvoir, je veux qu'il hérite d'un sens », disait-elle à Marcus. Mais aucun des deux ne savait qu'il était surveillé. Veronica était arrivée et s'était installée discrètement, attendant le moment parfait pour agir. Elle surgit le lendemain matin, envahissant la réception de la pension avec une mallette de documents et une attitude de combat. Marcus tenta de l'arrêter, mais elle poussa la porte de la chambre et entra. « Alors c'est ici que tu te caches, Elena ?» La milliardaire, allongée, regarda son associé sans sourciller. « Que veux-tu, Veronica ?» L'exécutive jeta les papiers sur le lit. « Ce qui me revient. Tu es inapte. Tu vas tout laisser à un garçon que tu connais à peine ? Tu vas détruire l'entreprise à cause d'une vieille culpabilité ? » Elena inspira profondément. « C'est mon fils. » Veronica ne recula pas. Et il va apprendre que le monde réel ne se gagne pas avec des sentiments. Lucas entra peu après, entendant tout. Il regarda Veronica droit dans les yeux. « L'entreprise ne m'intéresse pas. Mais la mémoire de ma mère si. Et tu ne vas pas l'utiliser pour ton profit.
La tension explosa. Véronica menaça de porter l'affaire en justice. Mais Elena avait tout anticipé. D'une voix faible, elle pointa la petite table à côté du lit. Les documents sont là. Signés. Certifiés. La fondation est protégée. Et l'entreprise aussi. Véronica prit les papiers, furieuse. Elle était légalement vaincue. À cet instant, elle sut qu'elle avait perdu. Elena n'avait pas besoin de crier, ni de menacer, ni de signer de chèque. Elle avait gagné avec la vérité. Le conflit avec Véronica avait laissé Elena épuisée. Son corps, déjà affaibli par la maladie, semblait avoir donné tout ce qu'il lui restait dans ces derniers jours. Mais son esprit gardait encore une dernière mission. « Je veux enregistrer quelque chose », dit-elle à Lucas ce même après-midi, d'une voix presque inaudible. « Pas pour moi mais pour ceux qui vivent comme moi, j'ai vécu en croyant que le pouvoir compte plus que l'amour. » Lucas acquiesça, les yeux pleins d'eau. Il apporta une simple caméra, la plaça devant le lit et lui prit la main. Elena ferma les yeux quelques secondes, comme pour aller chercher de la force au fond de son âme et commença à parler. « Si tu m'écoutes en ce moment, tu penses peut-être que c'est encore une histoire de réussite. Mais ce n'est pas une. On m'a considérée comme une femme puissante, influente, invincible. J'ai eu tout ce que l'argent pouvait acheter. Et pourtant je suis morte vide à l'intérieur. Je n'ai commencé à vivre vraiment que quand j'ai accepté d'avoir échoué. Quand j'ai retrouvé mon fils. Quand j'ai choisi l'amour, et non le contrôle. » Ces mots sortaient avec peine, mais avec une vérité cinglante. N'attendez pas la maladie. N'attendez pas la fin. Dites ce que vous ressentez. Serrez fort. Pardonnez. Le seul héritage qui vaut quelque chose, c'est ce que vous laissez dans le cœur de quelqu'un. Lucas pleurait doucement derrière la caméra. Elena regarda l'objectif, dans un dernier sourire, dit « Si cette vidéo vous parvient et touche votre âme, alors ma vie n'aura pas été vaine. Je suis Elena Bianchi. Et mon plus grand héritage, c'est d'avoir appris à aimer, avant le dernier souffle. » L'enregistrement s'acheva. Le silence s'installa. Et à cet instant, Lucas comprit que sa mère n'était pas seulement une femme d'affaires, une légende ou un nom dans les magazines. C'était une femme qui, même en chute, avait choisi de finir debout. Avec dignité. Dans les jours suivants, Lucas s'assura que la vidéo soit transmise aux canaux officiels de l'entreprise et publiée sur les réseaux. Il n'y eut aucune campagne marketing. Aucun placement sponsorisé. Juste une légende simple. Un message de celle qui a compris trop tard mais a aimé à temps. La vidéo se répandit comme une traînée de poudre. Des millions de personnes la regardèrent. Des gens du monde entier furent bouleversés, se reconnectèrent à leur famille, appelèrent leurs parents, demandèrent pardon, embrassèrent leurs enfants. L'histoire de Lena ne lui appartenait plus. Elle était devenue un miroir pour tous. Des journaux, des chaînes de télévision, même des dirigeants politiques commentèrent l'enregistrement. Mais pour Lucas, ce qui comptait, c'est qu'il avait eu du temps. Du temps pour aimer. Du temps pour pardonner. Du temps pour écouter un cœur qu'il n'avait jamais su entendre. La chambre était silencieuse. Seul le vent qui frappait les fenêtres rompait le calme du matin. Elena respirait lentement, les yeux fermés, le visage serein. C'était comme si elle se trouvait déjà entre deux mondes, celui des souvenirs et celui de l'éternité. Lucas était à ses côtés, lui tenant la main avec tendresse. « Je suis là, maman. Et je resterai là. Toujours. » Elle ouvrit lentement les yeux. Une lueur ténue brillait encore. « Tu es ma rédemption », murmura-t-elle. Il sourit, les yeux embués. « Tu as été bien plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer. » Il n'y eut ni douleur, ni urgence. Juste un souffle de plus en plus léger jusqu'à s'éteindre. Le temps, qu'Elena avait tenté d'acheter toute sa vie, était finalement arrivé à son terme. Mais la mort n'emporta pas la solitude. Elle emporta une femme qui l'avait vaincue. Lucas resta à ses côtés pendant des heures. Puis il l'habilla de sa robe bleue préférée. Il plaça entre ses mains le collier, autrefois symbole du passé, désormais symbole de réconciliation. Et à côté de son corps, il laissa la photo d'elle jeune, souriante, comme elle aurait voulu que le monde se souvienne d'elle. Les funérailles furent intimes.
Seuls les employés de la maison de retraite, quelques habitants du village, discrètement, Marcus restait en retrait, par respect. Mais l'impact de sa disparition fut mondial. La vidéo laissée par Elena devint la plus regardée de l'histoire en moins d'une semaine. Des gens reprenaient ces mots comme citation d'adieu, tatouage, déclaration de pardon. La femme qui avait vécu dans le silence de la culpabilité était partie dans la voie de l'amour. De retour à New York, Lucas refusa toutes les demandes d'interviews et d'événements. Il avait un plan plus important. Il utilisa une partie de l'héritage laissé par sa mère pour fonder l'Institut Clara, en hommage à la grand-mère qu'il n'avait jamais connue. L'institution proposait des traitements gratuits pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives rares. « Je ne veux plus que quelqu'un traverse ça seul », déclara-t-il lors du discours d'inauguration. Le siège principal fut construit à l'emplacement de l'ancien bureau de Lena. Dans le hall d'entrée, une plaque avec son portrait et une phrase gravée en lettres dorées. « Le plus grand investissement qu'on puisse faire, c'est dans le cœur de ce qu'on aime. » Le temps ne revint pas. Mais Lucas fit en sorte que chaque seconde passée avec sa mère est comptée. Il n'avait pas hérité d'un empire. Il avait hérité d'une mission. Et cette mission, il la portait avec la même lumière qu'il avait un jour vue dans ses yeux. 5 ans s'étaient écoulés depuis le dernier souffle de Lena, mais son nom restait présent dans les journaux, les conférences, les écoles, surtout, dans les gens. L'Institut Clara s'était multiplié dans 27 pays. Des hôpitaux philanthropiques étaient rénovés grâce à des dons anonymes. Des jeunes ayant vu la vidéo changèrent leur vie, pardonnèrent à leurs parents, cherchèrent la réconciliation avec leurs propres erreurs. Ce que Elena avait dit dans son dernier souffle avait semé des graines dans des endroits qu'elle n'avait jamais connus. Lucas, quant à lui, restait discret. Il fuyait les projecteurs, refusait les hommages. Mais tout changea un après-midi pluvieux, lorsqu'il reçut une lettre. Elle venait d'une jeune fille de 17 ans, Amelia, qui avait perdu sa mère de la même maladie que Elena. Dans la lettre, elle écrivait « Votre vidéo a sauvé mon père. Il voulait mourir avec ma mère. Mais quand il a vu votre maman parler, il a décidé de vivre. » Lucas lut la lettre en silence. Et à la fin, il y avait une demande. Pourriez-vous raconter son histoire encore une fois? Il y a des gens qui ne l'ont pas encore entendu. Ce message le toucha profondément. Pour la première fois, il pensa que peut-être le silence n'était plus le chemin. Il en parla à Marcus, qui restait à ses côtés comme un gardien silencieux. « Si tu parles, tu toucheras des millions. Mais si tu restes silencieux, le monde parlera à ta place. C'est ton choix, lui dit-il. » Lucas prit alors une décision. Il raconterait l'histoire. Pas pour lui, mais pour honorer ce que sa mère était devenue, à la fin un exemple de transformation. Il fut invité à ouvrir la conférence internationale sur les maladies rares à Vienne. Sur scène, devant des leaders, des scientifiques et des familles venues du monde entier, Lucas monta sans costume. Juste avec le collier de sa mère autour du cou. L'auditoire se tut. Il inspira profondément et commença: La femme la plus puissante que j'ai connue, ce n'est pas celle qui a bâti une fortune. C'est celle qui, même en mourant, a choisi de vivre l'amour. Cette femme, c'était ma mère. L'auditorium éclata en larmes. Et dans les jours qui suivirent, la voix de Lucas résonna partout. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une milliardaire. C'était celle de quelqu'un qui avait fauté et qui avait eu le courage de se racheter. Dans un monde assoiffé de perfection, Elena avait révélé la beauté du vrai repentir. Des années plus tard, à la fondation de New York, une foule se rassembla devant le nouvel auditorium baptisé Elena Bianchi Vie Pleine. C'était là qu'aurait lieu la cérémonie annuelle rendant hommage à ceux qui avaient choisi l'amour avant l'orgueil. Lucas, désormais avec le regard sage de celui qui avait affronté l'impossible, monta sur scène une dernière fois. Sur sa poitrine, le collier de sa mère. Dans sa poche, la lettre qu'elle lui avait laissée. Et dans son âme, une mission accomplie. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas les succès financiers. Nous ne célébrons pas des trophées. Nous célébrons ce que ma mère m'a appris à la fin: que le temps est implacable, mais que l'amour est éternel. Et que si vous respirez encore, il est encore temps de changer. Il est encore temps de pardonner. Il est encore temps de vivre avec vérité. Il fit une pause. Regarda les caméras. Et parla directement au cœur de ceux qui regardaient.
vous avez encore le temps. Mais vous ne l'aurez pas toujours. L'orgueil a déjà détruit trop de familles. Le silence a déjà séparé trop de cœurs. N'attendez pas demain pour offrir le câlin que vous pouvez donner aujourd'hui. N'attendez pas que la vie vous brise pour comprendre la valeur de ceux qui sont là, maintenant. La salle se leva dans une standing ovation. Et alors que les lumières s'éteignaient, une image apparut sur l'écran géant. Elena, souriante aux côtés de Lucas, dans un champ de lavande. Libre. En paix. Vivante. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas passer. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous trouverez des récits qui soignent, qui éveillent, qui parlent à l'âme. Cliquez sur le bouton, activez la cloche et partagez avec quelqu'un que vous aimez. Parce que ceux qui ressentent s'abonnent. Et ceux qui aiment partagent.